Bonjour, c'est Ulrich Heugeveld au Parlement européen à Bruxelles. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Chroniques européennes, l'émission de Radio Nantes consacrée aux grands enjeux de l'UE. Alors avec les multiples crises qui dominent les unes de cette actualité européenne, crise des réfugiés, risque de Brexit notamment, l'ambitieux plan de relance présenté par Jean-Claude Juncker, c'était juste après son arrivée à la tête de la Commission en novembre 2014, semble avoir été relégué au second plan. Peut-être à tort, car ce plan avait et a toujours de grandes ambitions. Il vise ni plus ni moins à relancer l'économie grippée de l'Union européenne en mobilisant des fonds qui permettront le lancement ou devraient permettre le lancement de grands projets considérés comme stratégiques. Alors par un mécanisme de levier sur lequel nous reviendrons, ce plan a pour objectif de mobiliser près de 315 milliards d'euros, ce qui est considérable. Par comparaison, je rappelle le budget annuel de l'Union européenne qui s'élève chaque année à environ 110 milliards d'euros. Alors ce plan doit s'étaler sur 3 ans, ce qui nous mènera en 2017. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à mi-parcours et d'après les premiers chiffres, il semble que 50 milliards aient pu être levés à ce stade dans le cadre de ce plan. Alors est-ce le signe d'un démarrage difficile ou est-ce la logique des grands projets qui finalement prennent bien évidemment du temps à se concrétiser? Alors pour parler de ce plan Juncker et tenter un premier bilan à mi-parcours, j'ai le plaisir de recevoir M. Hugues Bayet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Avec député plaisir. européen depuis 2014, siégeant au sein du groupe SND. Vous connaissez bien le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui nous intéresse aujourd'hui, car vous êtes membre au sein du Parlement européen, de la Commission des affaires économiques et monétaires. Et une des priorités que vous affichez, c'est justement de renouer avec l'investissement pour créer de la relance en Europe. Alors vous êtes également le bourgmestre de Farciennes dans le Hainaut, où les enjeux de développement économique sont également très prégnants. Vous nous en direz peut-être un petit mot. Je vois que vous connaissez bien votre dossier. Voilà, on essaye. Alors Monsieur Bayet, si vous le souhaitez, ce que je vous propose peut-être pour débuter, c'est de revenir un petit peu plus que je ne l'ai fait dans cette présentation sur les grands objectifs de ce plan Juncker qui avait été lancé, comme je vous le disais, en novembre 2014. Quels étaient les objectifs initiaux du programme et à qui s'adresse-t-il ? L'objectif majeur de ce plan, c'est bien évidemment de relancer l'économie. On le sait tous, depuis 2008, depuis la crise économique, financière et bancaire qu'on a connue, l'Europe a du mal à se relever. La croissance n'est pas très bonne, le taux de chômage n'arrête pas d'augmenter et donc il fallait absolument mettre en place quelque chose, donc un grand plan qui allait permettre de relancer l'économie et de pouvoir investir dans toute une série de grands projets d'infrastructures ou d'aider les PME à investir pour relancer l'économie et pour créer de l'emploi. Alors au départ, c'était 21 milliards d'euros qui étaient investis en partie de fonds qui restaient un peu dans différents articles budgétaires. Et une partie de cette somme d'argent venait aussi de quelques grands pays, notamment la Grande-Bretagne, la France ou encore l'Italie. Avec ces 21 milliards d'euros, en fait, la BEI, qui est la Banque européenne d'investissement, allait pouvoir autoriser toute une série de prêts. Et donc on estimait qu'elle allait pouvoir prêter pour 3 fois plus, donc 63 milliards d'euros. Et la Commission, et particulièrement son président Jean-Claude Juncker, espérait que, puisqu'il y allait avoir 63 milliards d'euros nouveaux sur la table pour développer des projets, que le secteur privé allait prendre confiance dans ce nouveau plan et allait lui aussi investir. Et on attendait un effet démultiplicateur de 5, donc 63 milliards d'euros prêtés x 5, ça faisait 315 milliards d'euros. Et le deuxième objectif, au-delà de relancer l'économie, c'était évidemment de créer de l'emploi et de créer 1 million d'emplois en Europe, puisque vous savez que nos concitoyens ont besoin d'emplois comme de pain et que c'est vraiment la priorité pour tous les hommes politiques. Alors ça s'adresse à tous les États membres, ça s'adresse un peu à tous les secteurs et quand on regarde un peu maintenant, la BEI a déjà investi dans l'agriculture, dans les énergies renouvelables, dans les grands projets d'infrastructures routières, de communication, la recherche médicale, les énergies renouvelables, etc. Voilà un peu en gros et en synthèse l'objectif de ce plan de relance de l'économie européenne. Alors aujourd'hui comme hier, est-ce que ce plan il vous paraît réaliste? C'est vrai qu'on va jusqu'à l'idée, c'est de mobiliser 315 milliards d'euros. On voit que la somme de départ mise par la Commission, c'est 21. Est-ce que ça ne paraît pas un petit peu d'énormes attentes par rapport à ce qui est réellement mis sur la table? Donc moi je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que le plan a
a le mérite d'exister, mais c'est clair qu'il faudra peut-être la modifier un peu. Je pense que les objectifs ont été un peu trop optimistes et malheureusement, on arrive tout doucement vers la moitié de ce plan, comme vous l'avez dit, et je pense qu'en 3 ans, on n'y arrivera pas. Pourquoi? Tout simplement, et sans être trop technicien, mais si on regarde un peu sur le site de la Commission européenne, on voit qu'à ce jour, et c'est elle-même qui le dit, c'est la BEI, seuls 7,5 milliards d'euros ont été déboursés par ce Fonds européen d'investissement stratégique. Donc 7,5 milliards d'euros sur les 63 qui doivent être dépensés d'ici 3 ans, on voit bien que ce n'est pas suffisant. Et donc, à rythme égal, j'ai envie de dire, toutes choses étant égales par ailleurs, mais à rythme égal, à mon avis, on va plutôt tourner autour de 135 milliards d'euros d'investissement plutôt que les 315 milliards d'euros d'investissement. Pourquoi? Parce que sur les 63, on n'en a dépensé que 7,5 milliards d'euros. Et en fait, on estime que le return va être de 5, mais quand on voit l'effet levier moyen sur les projets qui ont été financés par la BEI auprès des différentes entreprises qui ont sollicité des fonds en Europe, on voit qu'avant la crise, alors qu'ils avaient augmenté leur volume de dossiers traités de plus de 50%, on tournait à 3,8, on est revenu maintenant à 3,2. Donc penser qu'on arrivera à un effet des multiplicateurs de 5, ça me semble un peu excessif, donc je pense qu'on sera plutôt à 3. Et donc si on fait les calculs, on devrait arriver à 135 milliards, mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais... Donc voilà, 135 milliards par rapport aux 315, c'est ça qui est important, c'est que manifestement, le plan a du mal à démarrer. Et donc moi je pense qu'il faut d'abord analyser ces résultats. Pourquoi est-ce que le plan a du mal à démarrer? Est-ce que c'est juste parce que c'est l'effet de lancement, mais qu'on sait très bien que dans la dernière partie du plan, ça va vraiment cartonner? Ou est-ce qu'il y a vraiment des éléments techniques ou politiques sur lesquels on doit intervenir pour les ajuster, pour faire en sorte que ce plan fonctionne mieux? Puisque je pense que l'intérêt de tout le monde, et ça je crois qu'il y a une volonté unanime au sein du Parlement, c'est évidemment de relancer l'économie, de tout faire pour que nos grandes entreprises et nos PME puissent mieux investir, continuer à investir beaucoup plus encore et créer de l'emploi. Alors ce plan, il visait à soutenir des projets, des gros projets de plus de 10 millions d'euros. Ils n'ont moins les PME. Est-ce que ça vous paraît opportun ou c'était la seule chose que pouvait faire finalement l'Union européenne avec le cadre administratif qui est le sien? C'est évidemment plus difficile pour l'Europe d'aider directement les petites et moyennes entreprises, puisque pour ça, elle doit passer par des coupoles qui sont des coupoles nationales. Mais c'est le cas. Donc il est faux de dire que ce plan n'aide que les grandes multinationales ou le grand secteur énergétique. Je pense que ce plan aide aussi les petites et moyennes entreprises. Par exemple, dans mon propre pays, en Belgique, il y a déjà pour presque 30 millions d'euros qui ont été signés pour créer 2000 emplois dans des PME et des start-up. Et je pense d'ailleurs qu'en France, c'est presque 260 millions d'euros qui ont été signés pour créer à peu près 23 000 emplois espérés. Donc voilà, je pense que ce plan vise à la fois les grandes entreprises, mais aussi les petites et moyennes entreprises, parce qu'on sait bien qu'en Europe, je vous parlais de mon pays, de la France, mais d'un tas d'autres pays, une des vraies richesses des États membres, c'est la multitude de petites et moyennes entreprises, PME, PMI. Et donc c'est évidemment des acteurs économiques qu'on ne doit pas oublier et qu'on doit soutenir, peut-être même encore un peu plus que le grand secteur en général. La vraie difficulté par rapport à ce plan, toujours quand on regarde un peu ce qui a déjà été accepté pour l'instant, on se rend compte qu'en fait ce sont les grands pays qui sont un peu favorisés. Notamment les pays contributeurs, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne, la Slovaquie, le Luxembourg, etc. Donc ça, c'est un peu problématique puisque j'étais moi-même intervenu pendant les débats au sein du Parlement en précisant que ce grand plan de relance, il doit permettre une véritable relance européenne, mais pas une relance que de certains États membres de l'Union, mais bien de toute l'Union européenne. Or, quand on voit les difficultés de certains pays, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, la Roumanie à certains égards, etc. Là, on voit que ces pays-là sont moins bien soutenus. Et ça, je trouve que c'est dommage et qu'il faudrait aussi faire un rééquilibrage. Je ne sais pas, je n'ai pas encore de réponse sur le pourquoi est-ce qu'il y a plus de dossiers en Italie, en France, au Royaume-Uni, pourquoi il n'y en a pas du tout en Grèce et en Roumanie. Donc voilà, ça c'est les... À l'heure actuelle, aucun projet n'a été approuvé en Grèce et en Roumanie. Ça, je trouve ça dommage parce que c'est un vrai plan de relance global. Il ne peut marcher que s'il est globalement développé et pas uniquement dans quelques pays. Et alors pratiquement, je pense que ça intéresse nos éditeurs, comment ce plan il se met en place? La Commission, elle a souligné en mettant en place le projet que celui-ci s'adressait plutôt
aux projets qui comportaient de certains risques qui ne seraient pas soutenus par d'autres investisseurs. Alors pourquoi soutenir ce projet? Et puis pratiquement, quand une initiative souhaite en bénéficier, comment ça se passe? Qui sélectionne les projets qui méritent d'être soutenus ou non? Oui. Alors évidemment, on avait insisté aussi au Parlement pour que ce soit des projets qui soient un peu plus risqués que d'autres. Parce que si les projets ne sont pas risqués, ça c'est le rôle du public ou du privé d'investir, et en général plus du privé. Et donc si le public commence à soutenir tous les investissements du privé, y compris ceux qui n'ont pas de risque du tout, on peut encore se poser la question à quoi sert le secteur privé. Donc évidemment, l'objectif c'est de soutenir les projets un peu plus risqués, mais qui peuvent avoir aussi plus de retombées. Alors comment est-ce que ça se passe? D'abord, il y a une sélection nationale. C'est chaque gouvernement qui a sélectionné les différents projets. Donc les sociétés, les États ou les régions qui avaient des projets ont dû établir une liste de projets qu'ils ont envoyés à la BEI. Et donc la BEI, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des commissions, des sous-commissions, c'est quand même un peu technique, mais globalement, c'est la BEI qui a mis en place un bureau d'experts qui analyse tous les aspects de ces projets, les aspects de viabilité économique, de calcul du risque, de rentabilité, etc. De voir si ça rentre dans le type de projet qu'on a déjà fait ou pas, si on a une expérience dans ce type de projet ou pas. Parce qu'il y a toute une série de projets que la BEI a déjà financés qui se sont révélés malheureusement catastrophiques. Je pense par exemple au projet Castor en Espagne, où on a voulu mettre du gaz, enfermer du gaz dans des tunnels souterrains. Bon, ça n'a pas du tout fonctionné, ça a coûté très cher et c'était dangereux d'ailleurs pour les populations. Donc on essaie d'évaluer aussi le risque des projets, c'est aussi ça une part de risque. Et puis la BEI fait des propositions et donne ou ne donne pas un certain montant. Pour les PME-PMI, c'est un peu plus compliqué puisque forcément il y a un nombre plus important. Et donc là, on passe par une coupole nationale qui s'occupe en général des PME-PMI. En Belgique, c'est par exemple la Sowalfin, donc qui est la société wallonne de financement des investissements pour les petites sociétés. Et donc c'est elle qui a reçu les 30 millions d'euros et qui qui manage avec les PME et les startups pour mener à bien ces projets-là. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples très concrets de projets qui ont pu être soutenus dans votre région d'origine, peut-être la Wallonie ou dans d'autres pays? Oui, donc je l'ai dit, en Belgique, il y a d'abord une trentaine de millions qui ont été attribués à toute une série de projets de start-up et de PME, donc des nouveaux projets que des PME ou des start-up veulent lancer. On est aussi, quelque chose que tout le monde connaît en général, on est en train de construire toute une série d'éoliennes géantes au large de la mer du Nord en Belgique, parce que ça produit de l'énergie verte, etc. En France, je sais qu'il y a eu un grand projet pour l'efficacité énergétique dans 40 000 appartements et maisons dans toute la France, puisque on sait qu'en France, comme en Belgique, comme dans un tas d'autres pays, malheureusement, on a des problèmes de logement et notamment en France, des problèmes énergétiques, ce qui fait que pour toute une série de ménages à faible revenu, c'est compliqué parce que les factures énergétiques coûtent très cher. Et donc ici, la France a proposé un grand projet d'amélioration de l'efficacité énergétique. En Finlande, ils construisent une nouvelle usine de papier qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Il y a la construction d'un hôpital en Autriche. Il y a toute une série d'aides à la recherche aussi qui ont été accordées à la Grande-Bretagne, notamment pour la maladie d'Alzheimer et pour développer aussi la chirurgie cardiaque, puisque c'est vraiment quelque chose à la pointe, mais qui est encore un peu risqué, qui est très onéreux. Et donc, on finance ce type de projet. Il y a aussi la construction d'autoroutes et de voies rapides un peu partout en Europe, en France, en Belgique, etc. Parce que ce sont évidemment, que ce soit des autoroutes, que ce soit la création d'un hôpital ou des mesures énergétiques, par exemple, dans les 40 000 appartements et maisons de France, je pense que c'est des bons projets parce que c'est bon à plus d'un titre. À la fois, ça soutient toute une série de petites et moyennes entreprises qui vont isoler les toits, qui vont changer les châssis, qui vont améliorer l'efficacité énergétique des maisons en général. Donc c'est bon pour les petites entreprises, ça crée de l'emploi, c'est bon pour les citoyens parce que forcément leur facture énergétique va diminuer. Et donc ça c'est vraiment, de mon point de vue, un investissement européen qui est plus que rentable. Il est au moins 3 fois rentable et je pourrais encore continuer d'autres aspects positifs de cette démarche. Donc voilà, moi ce plan j'y crois vraiment. J'ai juste un peu de crainte sur son rythme de croisière et
sur le fait qu'on s'assure bien que tous les éléments sont mis en place pour qu'ils fonctionnent. Alors là, vous nous avez listé une série de projets, j'imagine, qui n'ont pas été montés comme ça suite à ex nihilo, suite à le lancement de ce plan. C'est des projets qui existaient déjà et qui bénéficient d'un coup de pouce Oui, mais donc du fait de ce plan. On ne va pas faire semblant ici. C'est clair que la Commission a informé tous les États membres de ce futur plan européen d'investissement stratégique et de la liberté pour les États membres qui le voulaient de réfléchir chez eux, au niveau de l'État national, des régions ou des municipalités, peu importe, avec des entreprises ou sans entreprises, à des projets stratégiques qu'ils voulaient développer. Et donc évidemment, il y a toute une série, les premiers projets qui ont été acceptés, c'est des projets qui étaient déjà en réflexion, dans le pipe, comme on dit, mais qui n'étaient pas encore réalisés parce que pas assez de moyens, parce que pas assez de partenaires. C'est clair qu'à partir du moment où un État est d'accord de se lancer dans ce projet, qu'il a en plus une garantie de l'Union européenne pour le réaliser à bien, c'est plus facile pour un opérateur privé de dire ok, moi je suis le troisième tiers payant et je me lance dans l'aventure et je vais le faire avec vous. Alors on a compris que vous le soutenez, ce projet. Est-ce qu'il y a un véritable consensus au sein du Parlement européen sur ce sujet et comment est-ce que vous suivez, peut-être pas jour par jour, mais en tout cas régulièrement, l'avancée de ce plan ? Je pense qu'il y a un consensus parce que comme tout homme politique, on vit, vous l'avez dit vous-même, moi je suis maire et donc tous les soirs j'ai la chance de rentrer chez moi en Belgique, même si je suis député européen, de dormir chez moi et donc de rencontrer mes concitoyens tous les jours. Et donc les problèmes des gens, c'est quoi ? C'est je ne trouve pas de boulot, je ne trouve pas de logement, et il faut nous aider. Et donc évidemment que comme homme politique, peu importe le niveau de pouvoir auquel on est, auquel on appartient, on doit tout mettre en œuvre pour essayer de créer de l'activité économique et de l'emploi pour nos concitoyens. Je pense que c'est vraiment un besoin super urgent et je ne connais pas d'homme politique qui peut me dire en face tout va bien et je pense que tout va pour le mieux. Donc oui, on soutient ce plan. Maintenant, j'émets quand même quelques réserves et quelques bémols parce que je pense qu'on ne va pas assez vite et on ne va pas assez loin dans ce plan. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait demandé qu'il y ait un monitoring qui puisse être mis sur pied pour qu'on puisse suivre l'évolution des dossiers et qu'on puisse voir aussi l'effet des multiplicateurs, puisque ce n'est pas juste l'Union européenne donne encore un peu d'argent à taux gratuit pour diminuer l'investissement du privé. Il faut qu'à un moment donné, ça bénéficie à tous les citoyens européens et pas uniquement aux multinationales ou aux sociétés qui remporteraient les marchés. Et malheureusement, ce monitoring il n'est pas encore en place. On commence à avoir quelques chiffres sur différents sites européens, de la BEI, de la Commission, etc. Les chiffres que j'ai d'ailleurs utilisés tout à l'heure pour vous expliquer qu'à mon avis on sera à moins de 315 milliards d'euros. Donc voilà, pour qu'on puisse continuer à suivre, il faudrait que ce monitoring soit mis en place. On avait demandé un site internet où on puisse voir un peu les différents types de projets, les montants qui ont été alloués, le calendrier, le phasage des travaux, etc. Ce n'est pas encore le cas. Voilà, si ce n'est pas le cas, on va continuer notre travail habituel, on va poser des questions à la Commission, on peut auditionner la BEI. Vous savez que c'est le rôle de tous les parlements du monde, c'est à un moment donné de contrôler le travail de l'exécutif ou des organes qui en dépendent. La Banque européenne d'investissement dépend du Parlement, de l'Union européenne en général. Et donc, on va fort probablement, d'ici quelques mois, l'auditionner pour avoir quelques résultats et son point de vue sur l'état d'avancement de ce Fonds européen d'investissement stratégique. Oui, parce que justement, il y avait une dimension de transparence dans ce projet, avec ce fameux site internet qui avait été promis d'ailleurs pour la fin 2015, si je me souviens bien, et qui n'est toujours pas en ligne, qui vous permettait évidemment à vous de suivre le projet, mais également au grand public. Et effectivement, c'est assez opaque pour l'instant. C'est assez opaque et je pense que ce n'est pas une bonne idée. Si on veut vraiment que ce plan ait un effet levier de 15, puisque c'était 21 milliards x 3 et puis x 5 par le privé, il faut évidemment que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Il faut qu'il y ait un engouement, si pas populaire, en tout cas citoyen, des investisseurs économiques. Et donc, que ce plan fonctionne bien ou qu'il y ait encore quelques ajustements à faire, je pense qu'on doit communiquer en toute transparence. Je pense que tant pour les États que pour le secteur privé et économique en général, plus les choses sont claires, plus ça donne confiance. Et donc moi je serais entrepreneur, je préférerais avoir toutes les informations, quitte à savoir que le plan ne fonctionne, peut-être pas aussi rapide que prévu au départ, mais que le Parlement va envisager toute une série de remèdes pour l'améliorer, plutôt que de ne rien savoir. Et alors ça donne évidemment, on peut tout supposer. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que les grands pays ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore accepté de dossiers en Grèce ou en Roumanie ? Pourquoi est-ce que
le plan n'avance pas aussi vite, etc. etc. Donc voilà. Donc on peut tout supposer. Vous supposez que c'est quoi? C'est une raison principale ou Je pense qu'il y a un problème, selon moi, mais j'attends d'avoir quelques échos de la BEI. Je pense que d'abord, la BEI a dû réengager du personnel pour pouvoir traiter l'ensemble de ces dossiers. Et alors que dans une de mes interventions, j'avais insisté sur le rôle conseil, je pense qu'ils ne le mettent pas assez en œuvre. Et donc, on va certainement me dire qu'en Grèce, en Roumanie ou dans d'autres projets, dans d'autres pays, s'il n'y a pas de projet, c'est parce qu'on n'en a pas rentré ou parce qu'il n'était pas assez bon. Mais ok, ça je peux comprendre aussi, mais la BEI, c'est son métier, elle fait ça tous les jours et depuis des années. Et donc je pense que c'est son rôle aussi de pouvoir aider ces pays-là à avoir une expertise particulière et technique qui puisse justement être là pour leur donner tous les outils pour pouvoir rentrer les meilleurs projets au profit de leur population. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que malheureusement, ce plan vient en plus de toute une série d'autres. Vous savez qu'au niveau de la Commission des affaires économiques et monétaires, on travaille aussi sur ce qu'on appelle le quantitative easing. Donc, pour essayer, beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, etc., se sont plaints en disant après la crise de 2008, les banques ne veulent plus nous prêter pour continuer nos activités économiques, pour développer un nouvel atelier, pour développer une nouvelle entreprise, pour engager plus de personnes pour faire de l'export par exemple. Les banques sont beaucoup plus frileuses, ne veulent plus nous prêter, etc. Et donc on a aussi décidé de racheter tous les mois pour 60 milliards d'euros de dettes souveraines pour stabiliser. On a pris toute une série de mesures, sans rentrer dans le détail, mais toute une série de mesures au niveau de la zone économique pour faire en sorte qu'on ait une économie forte, stable, etc. Mais c'est un autre plan. Et donc, à un moment donné, pour simplifier les choses, je pense qu'on gagnerait en clarté en expliquant toutes les mesures qui sont prises de manière globale pour améliorer l'économie. Et je pense que ma troisième remarque par rapport à ce manque de vivacité du plan Juncker, c'est la chute dramatique des investissements publics. Les États investissent beaucoup moins. Pourquoi? C'est notamment à cause d'une règle comptable, c'est aussi bête que ça, mais qui a été votée il y a quelques années, mais qui est d'application depuis septembre 2014. C'est ce qu'on appelle les normes SEC 2010, ESA 2010, et qui dit en fait, donc c'est évidemment très technique, mais je vais essayer d'être le plus pédagogique possible pour vos auditeurs. Qu'est-ce qu'elle dit cette règle? Elle dit que si un État veut acheter quelque chose, elle doit l'acheter à l'instant N et payer tout d'un coup. Ce qui n'est évidemment pas possible puisque les municipalités ou d'autres organismes publics, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils font comme vous et moi quand on achète une maison. On achète une maison à 100 000 euros, on fait un prêt à la banque de 100 000, on va en rembourser 105 ou 110, ça dépend un peu du taux. Pour l'instant, les taux sont super avantageux. Et on va payer tous les mois pendant 10, 15 ou 20 ans. Et c'est ce qui nous permet à nous, responsables publics, de pouvoir continuer à investir au niveau des États, des régions, des municipalités. Maintenant, on ne peut plus le faire. Donc, moi, je suis bourgmestre en Belgique, mais maire en France. Je suis maire de ma commune. Et donc, si je veux maintenant faire un investissement, je ne peux plus faire de prêt. Je dois payer tout cash. Ce qui est un non-sens parce que même quand une commune a encore un peu de liquidité, c'est tout bête, mais je vais vous donner mon exemple. On avait encore un peu d'argent qui est placé en banque où on a un taux qui est supérieur à ce que je pourrais emprunter maintenant pour racheter une maison, faire des travaux ou construire une nouvelle route. Donc c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Alors qu'en plus, si on compare avec une comptabilité dans le secteur privé, vous, dans votre radio, le bâtiment qui vous abrite, on le met dans la rubrique immobilisé. Et donc il est comptabilisé dans le bilan, mais il n'est pas comptabilisé en perte, puisqu'un jour on sait bien que l'immeuble dans lequel vous êtes logé, on pourra le revendre. Vos ordinateurs, vos tables de bureau, etc., ils sont en amortissement parce que ça a toujours de la valeur. Alors après un certain temps, ça n'a plus de valeur. Mais pour l'État, ça n'est pas le cas. Donc tous les bâtiments publics, on ne peut pas les valoriser dans ce qui pose problème, puisque vous savez qu'avec les règles européennes, les 60% déficit et les 3% base annuelle, on ne peut pas dépasser ça. Et donc ce qui veut dire qu'on investit de moins en moins au niveau des entités publiques.
Et donc ça a une répercussion directe sur le secteur privé économique, puisque si un État ne décide pas de construire une école, un hôpital, une crèche, une autoroute, un zoning industriel, un aéroport, c'est évidemment les entreprises privées derrière qui n'ont pas de marché pour réaliser. Et donc si les entreprises privées n'ont pas de marché pour le réaliser, elles ne savent pas engager de collaborateurs en plus. Ou pire, elles doivent licencier parce qu'elles n'ont plus assez de travaux. Et donc c'est vraiment problématique. Et ça annule un petit peu les effets de ce plan, quoi. Et ça annule, je pense, un peu les effets du plan, ce qui est un peu problématique, puisque je pense que globalement, on doit tous travailler ensemble pour essayer d'améliorer les choses. Et donc, le fait que les entités publiques soient maintenant limitées dans leur capacité d'investissement, ça pose un réel problème. D'autant plus que pour donner le cas de la Belgique, par exemple, je pense que c'est un faux calcul. Bien sûr, je comprends qu'on ait voulu dans le passé voter cette loi des normes SEC 2010 pour essayer d'avoir une norme comptable qui soit générale dans le monde entier, pour qu'on puisse comparer des pommes avec des pommes, mais pas des pommes avec des poires. Je comprends le principe, mais je pense qu'on a été beaucoup trop loin, qu'elle est trop stricte, parce qu'on ne l'utilise que pour les déficits excessifs, mais on ne les utilise pas pour le patrimoine des États. Or, vous le savez, dans un bilan, il y a les recettes et les dépenses, et donc il faut à un moment donné équilibrer les deux. Et donc ici, c'est un combat que je mène aussi au Parlement européen, je pense qu'il faut arrêter cette austérité bête, méchante et aveugle. Bien sûr qu'il faut de la rigueur. Et donc, ça j'entends souvent, on dit oh oui mais bon, de toute façon, vous les socialistes et vous à gauche, vous dépensez sans compter, et vous en foutez, c'est pas votre argent. Mais non, on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a, c'est comme dans une famille. Ça, on sait bien combien on touche tous les mois, et donc si on dépense tous les mois 2 fois plus que ce qu'on touche, évidemment à un moment donné, ça pose des problèmes. Mais en Belgique, on l'a fait, nous, l'investissement public en Belgique, plus de 50% c'est les communes. Parce que vous savez qu'on est un État fédéral, et on représente seulement 7% de la dette publique belge. Donc c'est bien la preuve que quand on gère les choses en bon père de famille, comme le fait un ménage, j'achète ma maison, je fais un prêt à 20 ans, je paye un petit peu tous les mois, ça vous permet évidemment de faire beaucoup plus en 20 ans, mais parce que vous avez une maison, vous ne devez plus louer à l'extérieur et donc vous y gagnez, etc. etc. Et donc il faut voir les choses de manière beaucoup plus globale et à moyen et long terme, plutôt que de le faire de manière très à court terme comme on est en train de le faire pour l'instant. C'est même pas des politiques, c'est juste des aspects techniques. Et donc, à partir du moment où on vote un aspect technique, il me semble qu'on peut le modifier et le changer. Ce qu'on a déjà fait d'ailleurs un peu dans ce plan, puisque les États membres qui ont aidé à fournir les 21 milliards de départ, donc notamment la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, etc., eux, ils sont exonérés. Donc ça veut dire que ça sort des normes SEC. Par contre, pour les États qui vont utiliser cet argent pour construire quelque chose, là, il n'y a pas de flexibilité, ça entre dans leur déficit. Alors c'est clair que c'est difficile d'estimer la valeur d'une autoroute, c'est difficile d'estimer la valeur d'un terrain de foot, et est-ce qu'on doit estimer d'ailleurs la valeur d'un terrain de foot, et c'est difficile d'estimer la valeur d'une statue d'art contemporain sur une grande place. Mais, donc, je ne dis pas qu'il faut rentrer vraiment dans le micro-détail de tout ce qui pourrait entrer dans le patrimoine des États pour diminuer le déficit des États, mais en tout cas tous les bâtiments. Vous savez, nous en Belgique, il y a quelques années, on avait un problème pour atteindre les 3% de déficit pour être en dessous. Et donc qu'est-ce que notre ministre des Finances a fait? Il a vendu toute une série de bâtiments ici à Bruxelles qui appartenaient à l'État, dans lesquels on logeait des services publics. Il les a vendus au privé. Donc, ce qui a fait qu'on a retouché je ne sais combien de centaines de millions d'euros, ce qui a fait chuter notre déficit, et donc on était en dessous des 3%. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On les loue à des privés et on les loue plus cher que si on les avait gardés. Et donc l'Europe accepte cette valeur économique en argent sonnant et trébuchant, mais ne les accepte pas dans la colonne patrimoine. Je trouve que c'est ridicule et que ça n'a pas de sens. Et ça n'est pas une politique en bon père de famille, ça n'est pas prendre soin de l'État, parce que l'État c'est qui en fait? On parle toujours de l'État, mais l'État c'est les gens, c'est les citoyens. L'État ne fonctionne que par les impôts des citoyens. Et c'est avec les impôts des citoyens qu'on arrive à créer des hôpitaux, des crèches, une sécurité sociale, une police, une armée, etc., une justice. Alors je comprends bien toutes les limites, les regrets dont vous faites état sur ce plan, contrebalancé par les règles que vous venez de mentionner. Mais malgré tout, on voit que ce plan, vous avez fait état de quelques projets soutenus parmi d'autres. C'est quand même quelque chose qui commence à avancer. Est-ce qu'au milieu de toutes ces difficultés que connaît l'Europe, il n'y aurait pas un avantage ou un intérêt pour à la fois les députés européens, les fonctionnaires de la Commission, d'être un peu plus actifs
actif pour en faire la promotion de ce projet, même s'il ne marche pas à la hauteur de ce qui est... Oui, mais qui ne marche pas, c'est pas très grave. Ce qui serait pire, c'est de ne rien avoir mis en place. Mais voilà, moi, je ne critiquerai jamais quelqu'un qui propose quelque chose. Au moins, il a fait l'effort de proposer quelque chose. Je critiquerai quelqu'un qui ne fait rien ou qui, quand il a fait quelque chose, s'en contente et ne veut pas l'améliorer. Et donc, si on peut, selon moi, lancer toute une série de perches aux États membres pour essayer de faire mieux, notamment les travaux énergétiques. Je l'ai dit pour prendre le cas de la France, ça me semble un très bon exemple. Si dans toute l'Europe on finançait les travaux d'économie d'énergie, ça va directement être une aide pour les petites et moyennes entreprises, puisque c'est les petites et moyennes entreprises qui vont s'occuper d'aller changer dans les habitations privées ou bien dans les écoles, dans les hôpitaux, etc., les châssis, d'isoler les toits, d'améliorer l'acoustique, etc. Ça va tout de suite créer de l'emploi et tout de suite ça va faire des économies fin du mois pour les citoyens ou les propriétaires de ces logements-là. Donc, ça me semble être une très bonne opération qu'on devrait généraliser dans toute l'Europe. Et on sait qu'en plus, en matière énergétique, l'Europe a une vraie difficulté. On n'a pas de véritable politique énergétique. Et donc, pourquoi ne pas utiliser ce plan pour relancer l'économie ? Parce que là-dessus, voilà, c'est bon pour tout le monde. Je ne vois aucun aspect négatif là-dedans. Je pense aussi en matière de sécurité. On parle beaucoup, suite notamment aux atroces attentats qu'on a vécus à Paris et ailleurs dans le monde. La sécurité, il faut améliorer la sécurité. Je suis évidemment un fervent défenseur des frontières de Schengen. Parce que Schengen, ce n'est pas juste un espace de liberté, c'était aussi un renforcement des contrôles judiciaires et policiers. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et c'est comme ça qu'on arrive à traquer les terroristes. Ce n'est pas en réinstaurant des frontières, ça, toutes les études sérieuses le prouvent. Il n'y a encore que l'extrême droite française qui ne l'a pas compris. Donc, mais utilisons ça, on sait qu'il y a parfois des failles. On sait que l'Italie et la Grèce sont maintenant submergées à cause des migrants qui essayent de trouver juste un peu de terre où ils ne vont pas se faire trucider, violer ou assassiner pendant la nuit. Mais utilisons aussi ces moyens pour améliorer les systèmes informatiques dans tous les pays membres de Schengen. Utilisons ces moyens pour mettre des portiques, parce que ça permettra aussi d'améliorer la sécurité, de créer de l'emploi, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il faut juste, je pense, une volonté politique plus dynamique. Et c'est ce que j'attends de la Commission. Je pense qu'on a lancé ce plan fin de l'année 2014. On est maintenant début 2016. Il est plus que temps de le réévaluer, de voir comment est-ce qu'on peut l'adapter pour faire en sorte qu'il soit... Moi, je rêverais qu'il soit encore plus performant que les 315 milliards, donc qu'on dépense plus que 315 milliards et qu'on crée plus qu'1 million d'emplois. Pour ça, il y a peut-être des ajustements à faire, dont on a parlé tout à l'heure, mais je pense qu'il est temps que la Commission, la BEI, vienne nous faire un peu rapport et qu'on puisse analyser tout ça. Mais les citoyens, ils ne semblent pas du tout le connaître, ce projet. C'était un peu ça que je voulais dire. Il y a un déficit quand même de communication. Il y a un vrai déficit de communication, mais on l'avait dit au Parlement, on voulait un site Internet, parce que je pense que c'est facile pour une grande majorité des concitoyens européens, pour pouvoir aller checker, regarder les projets qui ont été évalués, comment est-ce qu'on pouvait faire, etc. Il n'y a pas, dans chaque État membre, puisqu'il a fallu se presser à rentrer des dossiers, je pense que beaucoup d'États membres, en tout cas, nous ont dit qu'ils n'avaient pas eu le temps d'informer correctement leurs régions, leurs entreprises sur ce nouveau projet. Et donc, c'est un projet évolutif, et donc, comme je pense qu'on n'arrivera de toute façon pas dans les 3 ans, en tout cas, toutes choses étant égales par ailleurs, vu ce qui se passe pour l'instant, arriver à ces 315 milliards, profitons-en pour relancer les campagnes de communication, pour sensibiliser dans tous les États membres toutes les forces vives, actives, économiques qui veulent se lancer dans ce projet et qui veulent nous aider à relancer l'économie. Pas uniquement travailler avec les États ou les multinationales, mais aussi travailler avec les PME et les start-up, PME, PMI et start-up, qui sont vraiment des maillons essentiels du développement économique, parce qu'on sait tous que autant une multinationale peut du jour au lendemain fermer une chaîne de production et délocaliser dans un autre pays, autant les PME chez nous en Europe, elles sont là, elles sont établies, elles y restent, elles continuent à investir, à créer de l'emploi. Encore la semaine passée, IBA chez nous en Belgique, Ion Beam Application, donc qui fait vraiment de la recherche sur des machines qui permettent de lutter contre le cancer, ils viennent de réengager 450 chercheurs
ingénieurs, etc., tellement ils ont des commandes pour leurs machines. Et donc, c'est vraiment ces petites et moyennes entreprises-là qu'il faut aider, qu'il faut soutenir. Et là-dessus, je pense que les commissaires pourraient en faire beaucoup plus pour valoriser ce grand plan et pour essayer de le rendre beaucoup plus accessible aux PMI, PME. Alors si en 2017 on se réveille et que malgré ce plan, même s'il fonctionne à moitié, on constate que l'économie européenne, ça n'a pas du tout suffi à la faire redémarrer, est-ce qu'il y a un plan B ou comme le disait François Mitterrand à une époque en parlant du chômage, on a tout essayé et puis... Je pense qu'on n'a pas tout essayé. Malheureusement, la difficulté, et sans vouloir faire de la politique politicienne, mais c'est juste une question de réalité, la majorité au Parlement européen, elle est de droite et elle est conservatrice. Et donc, quand, pour prendre mon exemple, mais mes collègues de gauche, Verts ou de la GUE, on essaye de dire que l'austérité, ça a des limites et que maintenant, il faut peut-être changer de modèle, on n'est pas entendu. Et donc, mais bon, c'est le résultat des élections aussi. C'est évidemment plus facile de se faire entendre quand on est majoritaire, parce qu'à un moment donné, c'est ce que les gens ne comprennent pas toujours, mais il faut voter. Et on gagne quand la majorité l'a emporté. Et donc sur 751, quand il y a 400 votes de droite et 351 de gauche, c'est la droite qui a gagné. Et donc moi je demande pour qu'on permette aux États membres d'investir beaucoup plus. Ça n'est pas entendu par la droite et je vais encore en reparler dans quelques minutes avec Mario Draghi, mais ça n'est pas quelque chose qui est entendu pour l'instant. Quand on demande sur la séparation des métiers des banquiers, on n'est pas entendu par la droite. Quand on demande, sur la sécurité, on demande aussi toute une série de choses, on n'est pas entendu. Donc voilà, je pense que tout n'a pas été fait. Je pense que depuis 2008, c'est les mêmes outils, les mêmes recettes qu'on utilise. Je suis de plus en plus convaincu et maintenant appuyé aussi par toute une série d'économistes de France, de Belgique et d'ailleurs, qui sont aussi en train de se poser des questions. Parce qu'à un moment donné, comparaison n'est pas raison, mais quand on compare le plan de relance américain qui porte ses fruits, où la croissance est bien supérieure à celle d'Europe, où le taux de chômage continue à diminuer, alors que chez nous, depuis 8 ans, on n'a pas encore réussi à se relever de la crise, on peut objectivement se poser la question de pourquoi ? Pourquoi est-ce que depuis 2008, on continue les mêmes formules, les mêmes outils, les mêmes méthodes, qu'on arrive à avoir des résultats nettement moins importants, nettement moins réjouissants que les États-Unis ? Donc ça, à un moment donné, la droite et le PPE vont devoir répondre à ces questions-là. Donc le plan B, c'est l'alternance. Écoutez, ça, je ne vais pas vous mentir. Moi, je pense, malheureusement, j'y crois, j'en suis convaincu. Il suffit de nous écouter. Vous savez qu'on peut écouter tous les débats sur le site internet du Parlement européen. Il y a vraiment une différence entre la droite et la gauche. À gauche, nous voulons évidemment la rigueur, mais pas d'austérité. Nous voulons relancer des politiques publiques keynésiennes. On n'a rien inventé, mais comme beaucoup d'économistes nous le disent, c'est la seule solution pour y arriver. On n'aura plus des croissances à des taux exponentiels. Et quand on voit la croissance européenne pour 2015, elle est de 1,5 %, nettement moins bonne que ce qui était prévu par la BCE, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On continue comme ça et on attend en se disant qu'un jour, ça ira mieux. Ça, je ne pense pas. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Bayet. Nous arrivons au terme de cette édition de Chroniques européennes qui était aujourd'hui consacrée à la situation économique et puis à ce plan de relance de Monsieur Juncker. Je vous remercie chaleureusement et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous réentendre sur les ondes de radio. Merci donc et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. C'en est donc terminé. Vous pourrez bien sûr retrouver notre émission en podcast sur le site de radio, eradionantes.eu. Merci et à très bientôt pour de nouvelles Chroniques européennes.